Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier webinaire du LabUC by Seabird avec ses partenaires Aramis, donc société d'avocats spécialisée en droit des affaires, et Cantalis, fintech experte dans les données, l'analyse financière et les solutions technologiques. Donc évidemment, nous aurions préféré faire ce webinaire en présentiel. Au vu du contexte, nous avons préféré chacun nous isoler dans une salle. Alors le LabUC by Seabird, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un collectif d'innovation en fait sur les unités de compte, un domaine qui, comme vous le savez tous, concentre les perspectives de développement de l'assurance vie aujourd'hui. Tout au long de l'année, ce collectif aura pour objectif de partager ses inspirations, ses expertises qui sont complémentaires à travers des événements comme celui-ci, mais aussi des publications à destination des assureurs. L'objectif aujourd'hui, c'est de débattre autour de la thématique de la digitalisation du parcours client en assurance vie. Souvent, la digitalisation du parcours client, elle a été résumée à un enjeu technologique, mais il faut savoir que c'est aussi un enjeu de conformité réglementaire, d'efficience opérationnelle, de cohérence IT, et évidemment un enjeu business pour les assureurs. Alors, in fine, lorsqu'on dit digitalisation du parcours client, de quoi parle-t-on ? Eh bien, c'est l'objectif du débat d'aujourd'hui, et donc nous allons en parler avec Anne-Hélène Le Troquer, qui est associée au sein du cabinet Aramis, Didier Lombard, responsable grand compte chez Cantalis, et Mathilde Descourtis, directrice de l'offre transformation chez Seabird. Alors justement, Mathilde, si on se place du point de vue des assureurs, quelle serait aujourd'hui la matrice faute de la digitalisation du parcours client ? Alors effectivement, un SWOT, c'est la bonne façon de poser les choses, parce que comme souvent, elles ne sont pas entièrement binaires, et même si la digitalisation du parcours client apparaît clairement comme un incontournable aujourd'hui, ne serait-ce que pour tenir la corde dans l'environnement économique que l'on connaît, qui plus est quand il est doublé d'un lockdown général. La digitalisation du parcours client, elle est donc pensée comme un véritable allié des stratégies de développement épargne, qui, comme tu le disais, Nicolas, autour des UC, en forment quand même la clé de voûte. Pour autant, certaines questions de fond se posent. Et les premières concernent la répartition des rôles entre acteurs sur la chaîne de valeur épargne. En effet, quelle répartition des rôles entre assureurs et distributeurs quand on a un parcours client qui est entièrement digitalisé? Quelle capacité à faire des réseaux actuels pour fournir le conseil attendu en appui de ces parcours? Et les autres questions qu'on peut se poser, elles n'ont pas trait, comme tu disais en introduction, simplement à la technologie en tant que telle portée par les solutions de digitalisation des parcours, mais à la cohérence des schémas directeurs IT mis en place. Parce que finalement, digitaliser le parcours client en assurance vie, c'est s'attaquer à des process qui sont cross-acteurs, de l'asset manager au client, en passant par l'assureur et le distributeur. Donc, il ne s'agit pas de mettre en place des technologies juxtaposées en stand-alone qui ne communiqueraient pas entre elles et qui ne seraient pas interfacées, mais de penser l'écosystème IT de l'ensemble des acteurs qui composent le processus, de la conception de l'offre à la souscription client. Intéressant. Et toi, Anne-Hélène, comment tu vois les choses de ton côté ? Alors, nous, on constate qu'il y a non seulement une accélération, mais le sujet, du reste, il n'est pas nouveau. On se souvient, il y a eu une étude qui avait été publiée en mars 2018 par une autorité que vous connaissez tous, par la CPR, sur la révolution numérique dans le secteur français de l'assurance. Et la CPR rappelle à cette initiative que délivrer un service au meilleur niveau en matière d'expérience utilisateur et client, c'est devenu un incontournable, ce qui implique une relation clientèle qui doit emprunter tous les canaux sans aucune friction. Ça implique deux choses pour le client, c'est que d'une part, il doit pouvoir basculer d'un environnement à un autre, non seulement sans effort, mais aussi et surtout, en réalité, sans conséquence sur l'information qui est apportée et la qualité du service qui est fourni. Plus récemment, il y a une étude assez intéressante qui a été menée par un grand cabinet de conseil que vous connaissez probablement, qui est l'ISG ou l'Information Service Group. Elle date de septembre 2020 et elle a été menée sur 6 pays en Europe. Et la conclusion, in fine, c'est que le Covid est véritablement un wake-up call. Et au titre de cette étude, on peut retenir deux choses. La première, c'est qu'une très forte majorité des assureurs européens qui ont été interrogés, c'est-à-dire 86%, s'attendent non seulement à ce que le comportement des clients change de manière permanente à la suite de la crise Covid, et l'épidémie est véritablement perçue comme un signal d'alarme.
Et elle va favoriser les investissements dans les solutions numériques et les solutions d'automatisation. Le deuxième constat que l'on retient de cette étude, c'est que la crise actuelle pousse de très nombreux clients à remettre en question leurs relations commerciales et même lorsqu'elles sont établies de longue date avec leurs assureurs. Et ici, on note que 64% des décideurs interrogés, ça représente environ 300 personnes, pensent que les effets du Covid sur l'activité vont durer plus d'1 an. Et il y a même jusqu'à 20% d'entre eux qui évaluent de 7 à 12 mois les délais avant l'instauration de ce qu'on appelle une nouvelle normalité. En conclusion, on peut dire que la transformation digitale est une transformation de l'entreprise en réponse à une évolution, mais on peut même parler de révolution sociétale. Et la crise sanitaire a acté définitivement un non-retour en confirmant que la digitalisation va s'ancrer définitivement dans les modes de consommation et ce dans les mois à venir. Merci Anne-Hélène. Et toi Didier, quelle est ta vision sur le sujet, vraiment toujours sur cette SWOT? Ouais, chez Cantalis, on a constaté depuis 2 ans beaucoup de demandes relatives à des sujets de digitalisation, alors à des stades de réflexion qui sont plus ou moins avancés, plus ou moins poussés. Et je vais rebondir sur ce que disait Anne-Hélène à l'instant. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est un trend qui s'installe durablement. Je parlais de stades de réflexion plus ou moins avancés selon les acteurs, parce que selon les cas, on peut en effet concevoir la digitalisation comme un simple canal de distribution supplémentaire aux côtés des canaux traditionnels, ou de façon un peu plus poussée, comme quelque chose de beaucoup plus central qui va associer tous les acteurs dans une chaîne de valeur globale, et où, comme tu le disais Mathilde, les technologies déployées doivent à minima être reliées entre elles, voire se compléter et s'interfacer au mieux. Alors, de notre point de vue, un parcours digital efficient, c'est un parcours qui va embarquer toutes ces dimensions, qui va embarquer tous les acteurs et qui doit être complet, bien sûr, et multi-entrée, voilà, pour que chaque acteur puisse apporter ses inputs à différents niveaux. Si je prends un exemple, le parcours peut être initié par le partenaire, le courtier ou le conseiller financier. Il va être alimenté par des données financières qui viendront d'un provider. Ce parcours peut être complété à nouveau par le conseiller, validé, puis ensuite intégré par l'assureur. Il y a vraiment cette logique de le parcours digital va casser les silos entre les différents acteurs, et plutôt que d'être chacun dans son silo, les acteurs vont se répondre et coparticiper. Et justement, ce que je comprends à travers vos retours, c'est que la digitalisation, elle est venue vraiment perturber cette chaîne de valeur aujourd'hui. Et face à cette disruption, la question qu'on peut vraiment se poser, c'est est-ce que l'assureur il est prêt? Et aussi, dans quelle mesure son scope fonctionnel va-t-il s'élargir? Mathilde, qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, c'est juste, il y a une disruption de la chaîne de valeur et chacun reprend une place finalement dont les frontières sont certainement plus poreuses que ce qui existait jusque-là. On a donc une perméabilité entre certains scopes fonctionnels qui jusque-là étaient bien splittés entre ce que faisait l'assureur, ce que faisait le distributeur, ce que faisait en amont l'asset manager. Et là, on voit bien qu'on a des zones qui sont plus floues. Alors, c'est pas pleinement nouveau. Il y avait quand même déjà des zones qui avaient été investies par les assureurs, notamment au regard de l'ingénierie financière, le développement de la conception des offres de façon plus proactive. Pour autant, il est certain qu'en mettant une console d'allocation entre les mains d'un conseiller ou une console de souscription entre les mains d'un client, l'assureur prend pleinement la responsabilité finalement et de manière univoque de la qualité de l'offre qu'il présente. Et donc, fatalement, ça l'enjoint à vraiment accentuer ses capacités d'ingénierie financière, sa capacité à calibrer les cibles clients en amont, à proposer un devoir de conseil qui soit pertinent de bout en bout et qui soit proactif, à également proposer des optimisations des allocations qu'il propose lui-même et à gérer le parcours, là encore, de bout en bout, de la souscription au débouclage des ordres. Donc, on a vraiment une intervention finalement de l'assureur de bout en bout de la chaîne, alors que pendant très longtemps, il s'est un petit peu centré sur la partie vraiment qui était au milieu, au niveau de la chaîne de production. Donc là, on a vraiment une chaîne qui s'est finalement allongée et pour laquelle il est présent quasiment à toutes les étapes et il le faut de façon équilibrée par ailleurs, pas de façon comme s'il était présent seulement au milieu et très peu en amont ou très peu en aval. Et la dernière couche qui se surajoute et qui vient
peut-être ajouter une complexité supplémentaire pour l'assureur, c'est la couche reporting. Parce qu'une fois qu'on a proposé un parcours client digitalisé et qu'on a calibré des offres et qu'on a plus ou moins optimisé les allocations, il faut être en capacité de mettre à disposition des informations, vision client, vision réseau et vision assureur. Donc toujours ce triptyque finalement de vision qui vient raffiner la data que l'assureur était jusqu'ici capable de mettre en avant. Merci Mathilde. On comprend mieux, c'est vrai, les rôles que l'assureur vraiment doit prendre en charge aujourd'hui. Et dans les faits, Hélène, comment ça va se traduire selon toi? On constate en fait que l'assurance française, paradoxalement, était protégée par un millefeuille de réglementations et d'exigences diverses. Elle demeure néanmoins disruptable et on note aujourd'hui que l'évolution de l'assurance, on va dire dans les 10 prochaines années, va reposer d'une part sur la fragmentation des produits et des services, les objets connectés et le partage des données personnelles des assurés en échange de services personnalisés. Et du coup, il y a deux risques majeurs qui se dessinent. La répartition des rôles sur cette chaîne de valeur met en lumière d'une part une porosité des frontières et du coup, elle met en exergue un risque concurrentiel qui peut se matérialiser notamment par la perte de part de marché qui serait consécutive à l'arrivée des banques, des néobanques qui proposent, on le sait tous aujourd'hui, des produits d'assurance vie, mais aussi bien sûr des startups comme les RegTech et les InsurTech. Et on peut reprendre l'exemple des telcos. On se souvient tous, alors moi je me pique comme un fait d'armes, je me souviens du Minitel, mais pas tout le monde ici, mais plus récemment, il y a quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, l'offre d'un telco, c'était fondamentalement des téléphones et un forfait assez basique. Et avec l'arrivée des GAFA et la captation de la donnée, les telcos ont dû revisiter totalement leur gamme de produits. On voit aujourd'hui une foultitude d'offres qui a été faite, la digitalisation a été une voie pour ce faire. Et si on revient sur le marché des UC, on peut dire que la concurrence ici est d'autant plus forte puisque en qualité d'instruments financiers, les UC se situent au carrefour du marché des produits financiers et du marché de l'assurance vie. Le deuxième risque que l'on peut voir poindre, c'est que la disruption de cette chaîne de distribution fait émerger un risque qu'on pourrait appeler de commoditisation du produit d'assurance en réduisant le rôle de l'assureur à un fournisseur en substance de capital et de produits sans réelle valeur ajoutée et en banalisant les services qu'il propose à tout le moins lorsque c'est vu du côté client. Et du coup, notre recommandation forte, c'est qu'il ne faut pas attendre de devoir innover sous la contrainte. Compris. Et justement, tu faisais le parallèle avec la banque et les néobanques notamment. Aujourd'hui, si l'assureur il tend à converger vers le modèle de distribution d'épargne de la banque, si on se situe sur les parcours clients bancaires et assurantiels, est-ce qu'ils sont équivalents vraiment aujourd'hui? Didier, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont équivalents. D'ailleurs, si on schématise, comme on le voit à l'écran, les parcours digitaux de la banque versus ceux de l'assurance, ceux de la banque paraissent beaucoup plus basiques. La distribution de produits d'épargne ne relève pas de la même complexité, ça on s'en doute, selon qu'on se place du côté de la banque ou de l'assurance. Il n'y a pas lieu de les opposer, mais pour autant, si les parcours épargne des assureurs ont eu à s'inspirer des parcours bancaires, on peut considérer qu'ils sont beaucoup plus complexes, et qui vont aller beaucoup plus loin. Pour illustrer ça, tout d'abord, on est souvent dans une vision tripartite. On va avoir le client, le distributeur en son intermédiaire et l'assureur. Ensuite, les éléments de KYC, le profilage client avec les notions de devoir de conseil vont imposer de collecter et de contrôler beaucoup d'éléments. Et ça, c'est pas le moindre des sujets. Je pense que c'est pas Anne-Hélène qui va me contredire. Le questionnaire de risque doit évidemment être relié au profil d'investisseur et au projet du client. Surtout, dans le cadre de l'assurance, on a des cas de figure envisagés qui vont être multiples. On va avoir à faire soit une souscription simple, soit une co-souscription. On a aussi parfois affaire à des personnes physiques, des mineurs, des majeurs incapables, ou parfois une personne morale. Donc ça crée des cas de figure qui sont nombreux.
Et se rajoute à cela, bien sûr, les actes de gestion envisagés. Est-ce qu'on est sur une souscription? Est-ce qu'on est sur un versement complémentaire, un arbitrage, un rachat partiel, un rachat total? Quelle gestion on va retenir? Est-ce qu'on va vouloir aller sur une gestion libre où le client choisit lui-même ses UC? Est-ce qu'on va aller sur une gestion conseillée, pilotée? Donc là aussi, autant de spécificités. Et je ne parle même pas de l'assurance vie luxembourgeoise qui apporte des couches supplémentaires de produits et de services avec les FID et les FAS, par exemple. Alors tout ça débouche sur un ensemble de cas à prendre en considération. Chez Cantalis, on les travaille, on traite ces différents cas dans le parcours de souscription à l'aide de ce qu'on appelle un moteur de contextualisation des pièces. C'est-à-dire que pour chaque cas de figure qui se présente, un arbre de décision va déterminer quelles sont les pièces, quels sont les justificatifs à fournir, histoire de compléter le parcours de la façon la plus fluide possible. Très bien. Et c'est vrai que quand tu parles de devoir de conseil, de KYC, et puis là maintenant des pièces obligatoires à réunir, finalement tu mentionnes à demi-mot l'environnement réglementaire de l'assurance. Aujourd'hui, le parcours client, est-ce que c'est pas une consécration de l'harmonisation, la transparence de l'information à destination du client, Mathilde? Alors, c'est vrai qu'à première vue, on aurait pu se dire ça parce qu'il est évident que l'adhérence de la digitalisation du parcours client, de la capacité finalement à lui donner de l'information, à lui fournir un conseil qui semble quand même beaucoup plus customisé que celui qui prévalait auparavant, a l'air d'être tout à fait en adhérence finalement avec ces réglementations, qu'elles soient celles de DDA ou de PRIPS. Et donc, on serait tenté de dire qu'en accompagnant et en traçant au maximum ce parcours client, via sa digitalisation, on sert pleinement les objectifs qui sont portés donc par DDA et PRIPS, à savoir le ciblage de la clientèle, l'harmonisation de la donnée, la transparence des informations mises à disposition. Ça, c'est si on répond un peu rapidement. Mais pour autant, comme on l'a vu précédemment et comme on le disait en introduction, on a un devoir de conseil qui a un peu changé de main, qui en tout cas est protéiforme. Et donc, est-ce qu'on est certain finalement que les réseaux en place aujourd'hui sont pleinement capables finalement de remplir ce devoir de conseil de bout en bout, qui là encore a évolué, qui est moins figé que ce qu'il n'a été. Par ailleurs, qui dit parcours client dit, comme le disait Anne-Hélène, captation et stockage des données clients sur en plus un scope qui tend à s'étendre parce que on a des plateformes qui s'uniformisent et qui étendent leurs fonctionnalités et leur terrain de jeu autour des capacités d'épargne des clients, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des choses qui sont quand même beaucoup moins silotées. Il y a des plateformes aujourd'hui qui proposent de capter à la fois les données bancaires, les données assurantielles, les données de patrimoine immobilier, tout ça dans un seul socle. Donc on a vraiment des outils qui tendent à capter de plus en plus de données. Du coup, effectivement, se pose la question de la RGPD et de la capacité des assureurs, là encore, à en contrôler le respect de bout en bout. Et enfin, qui dit parcours client, de la présentation de l'offre au passage d'ordre, dit traçage de l'intégralité des processus. Et quand on connaît les architectures IT des assureurs, on peut se poser la question quand même du degré de problématique qu'ils vont rencontrer, justement pour tracer ces processus de bout en bout qui passent par des dizaines d'applicatifs sur ce parcours client chez la quasi-totalité des assureurs que l'on connaît aujourd'hui. Et justement, tu parles de problématiques. Concrètement, dans les faits, quelles sont-elles ces problématiques et quels vont être les enjeux associés à ces problématiques, Anne-Hélène ? En fait, la digitalisation du parcours client, aujourd'hui, elle doit être conçue comme l'application d'un principe qu'on connaît désormais bien, qu'on appelle le Privacy by Design, qui a été repris par le RGPD et qu'on peut définir comme une mesure préventive qui va viser à réduire les risques d'abus et de violation de données. Et donc, les nouvelles technologies qui sont utilisées dans le cadre du parcours digital et qui sont destinées par nature à traiter des données personnelles doivent être conçues de manière à offrir un haut niveau de protection de la data. Ça implique deux actions de la part des acteurs. D'une part, c'est de mettre en place une démarche de conformité en amont du processus de collecte ou de production de la donnée, mais aussi d'adopter des mesures organisationnelles et techniques qui sont appropriées afin de limiter la collecte aux stricts besoins du traitement de la data.
On va rappeler très brièvement les 5 principes corps qui sont posés par le RGPD sur la collecte des données personnelles. Là, il faut s'assurer qu'il y a un principe de finalité, c'est une donnée qui est déterminée, explicite, légitime, de pertinence, c'est des données strictement nécessaires, un principe aussi de conservation, c'est-à-dire que les données doivent être conservées dans une durée limitée, un principe de sécurité et de confidentialité, de l'environnement évidemment dans lequel les données sont traitées, et un principe de respect des droits de la personne qui est assez large puisqu'il s'agit de permettre un accès à la data, un droit de rectification, un droit d'opposition, un droit d'interrogation, mais aussi un droit d'effacement et de portabilité. Donc, on voit ici d'ailleurs la CPR a recommandé à propos de la commercialisation spécifiquement de l'assurance vie qui utilise des interfaces numériques, la nécessité de prévoir par l'assureur plusieurs fonctions, notamment quand ça passe par le site internet. Et donc, l'assuré doit pouvoir avoir accès à pas mal d'aides et des guides. Et ainsi, un site doit pouvoir expliquer pourquoi certaines informations sont demandées. On doit prévoir des questionnaires en ligne qui sont assez précis et pédagogiques. Il faut proposer une aide pour remplir le questionnaire. Alors, ça passe par des infobulles, des pop-up d'alerte, etc. Il faut donner accès à une assistance, donc c'est tout ce qui relève des chats ou des hotlines. Il faut aussi proposer au client une synthèse des informations qui sont saisies sur sa situation. Et il faut attirer son attention d'ailleurs sur les éventuelles contradictions, d'où la possibilité qui doit aussi lui être offerte de rectifier les informations qu'il a communiquées. Il faut pouvoir actualiser les données. Et enfin, Mathilde en parlait tout à l'heure, il faut des procédures qui permettent de tracer les informations qui sont recueillies, donc on peut parler de coffre-fort numérique, mais aussi qui assure la preuve de la remise des documents précontractuels. Je voulais revenir à cette occasion sur l'étendue du devoir de conseil des assureurs et particulièrement dans le domaine des UC. Dans votre activité, on sait que le devoir de conseil en application du Code des assurances est renforcé par rapport à l'assurance classique de sinistre. Ça, vous le connaissez assez bien. Mais je crois que ce qui est important de noter, c'est que dans les dernières années, on peut parler, ça a commencé en 2017, mais plus récemment, depuis 2019, il y a eu un durcissement de ce devoir en jurisprudence, et notamment sur la commercialisation des unités de compte. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce devoir, donc d'origine prétorienne, a une formulation qui est quasi identique à l'obligation et le devoir de conseil des prestataires de services d'investissement tel qu'il est formulé au Code monétaire et financier. Toujours en jurisprudence, on a eu une nouvelle obligation, qu'on peut appeler une obligation de mise en garde, qui a été donc créée par la jurisprudence et qui se situe au carrefour de l'obligation d'information et de conseil qui est prévue par le Code des assurances. Et cette obligation de mise en garde, elle s'applique dans 2 situations particulières. Il faut d'une part que l'opération présente un caractère spéculatif et que l'investisseur ne soit pas qualifié d'averti. Alors, il était de jurisprudence constante que les contrats d'assurance vie qui sont libellés en UC, d'ailleurs, quelle que soit la volatilité du support, ne présentaient pas de caractère spéculatif. Et donc, récemment, il y a eu plusieurs arrêts qui ont, par exception, pu considérer que certains de ces contrats présentaient bien un caractère spéculatif. Et la conséquence, c'était que l'assureur, comme le courtier, donc les intermédiaires également, sont tenus à une obligation de mise en garde. Et donc, pour finir un petit peu sur le cadre réglementaire, il faut aussi se souvenir qu'on a une application cumulative, donc des obligations mises à la charge des assureurs et des intermédiaires par le Code des assurances. Donc, le Code, on vient de le dire, du marché du monétaire et financier, mais aussi le Code de la consommation. Donc, ça fait quand même un cadre extrêmement large. Et si on doit conclure, je pense qu'on peut dire que la digitalisation, l'économie du numérique marque la fin des tendances oligopolistiques, c'est-à-dire que c'est la fin du monopole des offres qui peuvent être proposées par un très petit nombre d'acteurs. Et on constate que les nouvelles technologies comme la blockchain ou l'intelligence artificielle ont fragmenté le marché et elles impactent directement le business model des acteurs, ici donc de l'assurance, et ce dans un temps très très rapide. On parle de les 12 à 24 mois, alors qu'à l'époque je dirais
l'impact d'Internet sur les systèmes d'information des entreprises. On était sur du 3 à 5 ans. Et du coup, les acteurs du marché assurantiel sont tenus soit de faire des investissements par des opérations de croissance externe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'assureurs aujourd'hui qui ont déjà misé sur l'innovation externe en investissant via des fonds dédiés dans des startups. Alors là, on peut évidemment sourire. Est-ce qu'elles tiendront leurs promesses? On ne sait pas. On dit aujourd'hui dans les stats que sur 10 prises de participation, il y en a 8 qui vont mourir, une qui va vivoter et la dernière qui va payer tout le monde. Donc, il faut rester positif. Et puis, la deuxième solution qui s'offre, c'est aussi, il n'y a pas que la croissance externe. Il y a je crois que Cantalis le sait, il y a aussi beaucoup de conclusions d'alliances stratégiques, qu'il s'agisse de joint venture ou alors de partenariats commerciaux. Donc justement, Mathilde et Anne-Hélène viennent de mentionner les aspects réglementaires qui sont finalement assez étroitement liés au parcours client. D'un point de vue business, quels sont les apports concrets de la digitalisation, Didier? Alors c'est vrai qu'on l'a dit en introduction, c'est un enjeu architectural, c'est un enjeu réglementaire, mais c'est aussi un enjeu business. On a vu l'importance de la digitalisation en 2020 avec le lockdown et la nécessité de faire des actes à distance. Le digital, c'est un canal à part entière, évidemment, aux côtés de la vente en face à face, en agence, et de la réalisation d'opérations de gestion au téléphone. On dit souvent que les actes réalisés en digital permettent un self-care intégral et que le client peut être autonome dans tout ça. Alors, c'est évidemment le cas avec certains pure players qui ont développé un modèle exclusivement basé sur le digital. Dans la réalité, c'est un peu moins tranché parce qu'on a toujours des clients qui auront besoin d'avoir un conseil en face à face, qui auront besoin d'un conseil financier, qui auront confiance en leur intermédiaire. Donc, le 100% digital ne fonctionne pas évidemment dans tous les cas, mais ça, j'enfonce une porte ouverte. Il doit coexister aux côtés d'autres canaux de distribution. Alors, finalement, on peut dire qu'on est plus dans une relation qu'on qualifie de phygital, un mélange de physique et digital, où les deux canaux peuvent se compléter. Le conseiller, par exemple, et le client vont être amenés à co-construire la proposition finale. Chacun va contribuer à différentes étapes. Par exemple, on peut considérer que le client va réaliser son questionnaire de risque, va définir son projet, télécharger un certain nombre de pièces justificatives. Et de son côté, le conseiller pourra pousser une proposition financière qui sera acceptée éventuellement, si elle est intéressante, par le client via un principe de signature électronique. Alors, on le voit bien sur le slide, on voit que la partie digitalisation du parcours permet de réduire considérablement le nombre d'étapes. Donc, évidemment, le digital ne va pas se substituer à la relation en agence, à la relation face au conseiller, mais il apporte beaucoup de simplification dans le process et dans le workflow. Ce qui est intéressant aussi, c'est de saisir le côté multi-entrée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs alimentations qui vont être possibles, et puis la remontée de données de façon automatique parce qu'elles sont déjà en place quelque part, soit chez l'assureur, soit chez le client, et du coup, ça vient alimenter tout le workflow. Un exemple très concret là-dessus, ça pourrait être le recueil d'informations qui est plutôt considéré comme laborieux lorsqu'il est réalisé en face à face. Et là, on peut considérer que la data, l'intelligence artificielle, avec ce qui est déjà connu, déjà connecté, peut être insérée automatiquement à l'intérieur du parcours. Et de fait, la communication entre les différents outils digitaux va être simplifiée, le nombre d'étapes va être réduit et in fine, le nombre de rendez-vous face au conseiller. Oui, effectivement, Didier, quand tu parles du nombre d'étapes réduit, c'est vrai que quand on cartographie un petit peu les avantages que l'assureur retire finalement de la digitalisation de ses parcours clients, ils sont multiples. Les premiers, ils sont au regard de la capacité à convertir les prospects en clients réels, la capacité également à augmenter le taux de rétention de ces 10 clients. Donc ça, c'est vraiment plutôt d'un point de vue offre et capacité à adresser le marché finalement avec la proposition de valeur qui est attendue. Et ensuite, au regard de la chaîne de production, comme tu le disais, il y a du gain de temps, il y a des étapes qui sont simplifiées, voire qui ont été skippées. Et donc, ça permet évidemment un gain de temps manifeste lors de l'adhésion, une baisse des coûts de gestion des contrats, qui sont notamment liés à une diminution drastique des erreurs de constitution des dossiers, qui ont quand même été souvent le gros point noir de la souscription en assurance vie, notamment pour les back-office,
qui était souvent chargé de rattraper ces erreurs et souvent plutôt de façon manuelle. Et enfin, tout à fait blockchain, et on en parlait tout à l'heure, au niveau du reporting et conformément à l'ensemble des obligations réglementaires qu'a maintenant l'assureur, justement, de fournir des informations de reporting au regard des performances, des prises de risque, de la vie des sous-jacents, de façon à la fois mensuelle, trimestrielle et annuelle. On a, grâce à ces parcours-là, une capacité aussi évidente à réduire les coûts d'édition et d'envoi des documents qui, là encore, jusqu'ici, étaient quand même des budgets colossaux en termes d'édition des documents en eux-mêmes, mais surtout de constitution des templates, où il y avait vraiment un jour homme là-dessus qui était complètement disproportionné par rapport à la valeur ajoutée réelle de l'activité. Et donc, c'est vrai que ces parcours clients digitalisés permettent de répondre à un certain nombre d'enjeux qui étaient portés dans ces activités et qui étaient vraiment vécus vraiment comme painful par les assureurs, quoi. Pas forcément là où ils y trouvaient la plus grande valeur ajoutée. Donc, on a bien compris les impacts sur le business et justement plus particulièrement sur la chaîne opérationnelle que tu mentionnais, Mathilde. Didier, peut-être que tu peux nous en dire plus sur les leviers qui vont réellement permettre de l'optimiser? Oui, alors je vais finalement un peu paraphraser ce qu'a dit Mathilde, mais si je veux vraiment mettre l'emphase sur un point ou deux dans ces sujets-là, moi j'ai envie de faire un focus sur la chaîne opérationnelle qui va être facilitée. Il va y avoir une accélération des délais de traitement. Je pense aussi beaucoup moins de risques d'erreur puisque les erreurs sont identifiées au fil de l'eau dans le workflow. Les tâches réglementaires, toute la partie éditique que vient d'évoquer Mathilde, là aussi c'est beaucoup plus simple puisque avec des PDF automatisés, on peut sortir une proposition de souscription, une proposition d'investissement de façon très simple. Et puis si on raisonne sur un point de vue monitoring, il y a aussi tout le suivi du business, de l'activité qui va remonter de façon beaucoup plus automatisée puisque la donnée, elle est présente. À ce stade, moi, je veux vraiment insister sur le côté, ce soit quelque chose qui paraisse simple, mais il y a parcours et parcours. Vraiment, c'est ce qu'il faut se dire. Pour nous, un parcours digital qui va être efficient et qui va bien fonctionner, ça va être un parcours fluide, un parcours logique, qui va prendre en compte tous les cas de figure qu'on a évoqués tout à l'heure et qui va éviter ce qu'on appelle les goulots d'étranglement, les points où finalement on arrive presque dans une impasse et on ne sait pas comment continuer. Ça m'amène à parler d'une notion qui est importante pour nous quand on réalise un parcours de souscription ou un parcours digital, c'est la notion de non bloquant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une étape vienne créer un blocage à un instant T, mais qu'il y ait justement une fluidité suffisante pour que l'utilisateur, qu'il soit le client ou le conseiller, puisse démarrer sa souscription, par exemple, l'interrompre, éventuellement la reprendre, revenir sur une étape précédente pour ajouter une pièce qui lui manquait. Il faut que tous ces actes-là soient vraiment très simples et très fluides, que la reprise d'opération soit facile à n'importe quel moment de la chaîne de souscription. Évidemment, jusqu'au moment de la signature électronique qui, là, pour le coup, va sceller tout ce qui a été saisi et incorporé par les différents acteurs. Donc, si j'ai un message important à faire passer là-dessus, c'est de bien réfléchir en amont au parcours, ce qu'on en attend, les différents cas de figure qu'on veut traiter, s'assurer de son exhaustivité et évidemment bien réfléchir à ce qu'on appelle l'allotissement du projet, c'est-à-dire qu'on peut commencer par décider de digitaliser le parcours de souscription, puis ensuite aller vers d'autres actes de gestion qui sont peut-être perçus comme secondaires, ou en tout cas sur des populations, peut-être les mineurs par exemple, qui n'est pas un cas très répandu, ça peut être visé dans un lot suivant. Donc ça, c'est important de bien séquencer la construction de son parcours. Et c'est vraiment ce que nous, on s'évertue d'apporter à nos clients quand on est en atelier de préparation et de réflexion sur ces sujets-là. Très bien. Et donc, vous mentionniez la chaîne opérationnelle, les impacts business, les enjeux réglementaires. Donc, on comprend bien qu'on est sur quelque chose vraiment de multidimensionnel quand on parle de digitalisation du parcours client aujourd'hui. D'un point de vue applicatif, Mathilde, comment ça se traduit ? Oui, c'est juste le côté multidimensionnel de ce processus. Et effectivement, pour le couvrir et pour en donner sa pleine puissance, cette digitalisation du parcours client, à mon sens, si j'ai un message à faire passer aussi un peu comme Didier, c'est que je pense qu'il faut penser les choses en 3 briques à empiler. Alors, ça ne veut pas dire à empiler en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas effectivement séquencer les choses, les lotir
Mais pour autant, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui, pour constituer un parcours client qui soit vraiment le plus efficient possible et le plus en accord avec ce devoir de conseil que l'on souhaite le plus pertinent possible, il faut penser ces 3 briques. La première, c'est la brique qui permet de donner une vision pilotage à destination des équipes en charge de l'innovation produit et de l'ingénierie financière au sein des directions internes assureurs. Donc là, on est vraiment au niveau de la conception de l'offre et tout part de là, parce que vous pouvez avoir un devoir de conseil extrêmement bien pensé par la suite. Si votre offre de départ elle est mal calibrée, si votre cible clientèle elle est mal pensée, ou si vous avez référencé des supports qui in fine ont un comportement sur les marchés pas spécialement attendu, et ça arrive. On a vu quand même l'événement H2O récemment a un peu secoué la place là-dessus. Donc on a vraiment un point particulier à porter sur cette première brique qui est quelque part le point de départ d'un devoir de conseil réussi. La seconde brique, c'est la vision conseiller ou réseau, qu'il soit interne ou partenaire, pour que là encore le conseiller ait entre les mains un outil qui lui permette à la fois d'appréhender cette offre finalement qui a été conçue à l'étage d'au-dessus et de pouvoir la modéliser et la mettre en face du client spécifique qu'il a en face de lui à l'instant T, de pouvoir y revenir quand les objectifs, par exemple, de placement de la personne ont évolué, ou les horizons, ou même la situation financière. Donc, le but, c'est d'avoir un outil qui soit un outil finalement d'aide au conseil, d'aide à la décision pour le conseiller. L'idée n'est pas de le remplacer, c'est souvent ce qu'on nous pose comme question quand on met en place ce type de projet chez les assureurs, c'est oui, mais alors quel va être le rôle du conseiller finalement? Et le rôle du conseiller, finalement, on va juste lui donner un outil qui l'aide à modéliser et tracer son conseil et pouvoir vraiment aller monitorer finalement ce qui se passe dans ses portefeuilles clients et aller pouvoir anticiper finalement les décisions d'investissement ou les opportunités d'investissement que pourraient être celles de ses clients. Et enfin, donc ça c'est la deuxième brique, c'est la brique du milieu. Et enfin la troisième brique, c'est la fameuse brique du self-care client dont parlait Didier jusqu'ici, qui effectivement ne peut pas fonctionner un peu en vase clos, stand-alone, comme si les 2 briques précédentes n'avaient pas été pensées, parce que dans ce cas, on se retrouve avec quelque chose qui finalement est très polarisé sur le client. Or, comme Anne-Hélène l'évoquait, on est d'une part sur quand même une matière qui est très réglementée, puis au-delà de ça, qui est quand même relativement complexe à appréhender pour un client retail. Et donc, il est très important d'avoir vraiment une chaîne de valeur, là encore, qui soit pleinement imbriquée pour pouvoir donner toutes les informations nécessaires au cœur de ce self-care, mais qu'il reste seulement un self-care et pas une sorte de console qui devrait répondre à l'ensemble des enjeux, parce que c'est ni le lieu ni la place en fait à cet endroit-là. En front de client, il faut donner des choses qui sont utiles au client et pas des choses qui permettent à l'assureur de piloter son activité, ce qui doit se trouver plus haut. Donc, c'est en imbriquant vraiment ces trois items qu'on se met en capacité et que l'assureur se met en capacité de fournir le meilleur devoir de conseil et accessoirement, mais ce qui n'est pas négligeable, de maîtriser au mieux la rentabilité financière de son offre, ce qui est là encore quelque chose finalement de relativement nouveau pour l'assureur, d'avoir imbriqué cette notion de comment je pilote ma rentabilité financière, comment je m'assure finalement que l'offre que j'ai conçue, au-delà des performances qu'elle a sur le marché qui reviennent pleinement à l'assuré, modulo les frais de gestion du contrat, soit véritablement rentable pour moi en tant qu'assureur au regard des clauses finalement que j'ai passées de rétribution, de rétrocession avec à la fois mes partenaires asset managers ou émetteurs et mes partenaires distributeurs. Donc voilà, vraiment moi, si j'ai un message à faire passer, c'est qu'il faut à minima se poser la question de ces 3 briques et se demander qui les porte. C'est pas forcément le même applicatif, ça, il peut y avoir des choix architecturaux différents. Pour autant, on ne peut pas se passer de la réflexion selon ces 3 crans-là. Merci Mathilde. Donc, on comprend bien vraiment qu'un bon devoir de conseil aujourd'hui, ça passe par l'imbrication de ces 3 visions. Et maintenant, si on fait un focus sur la gestion pilotée, comment ça se structure aujourd'hui, Didier? Alors, juste un petit rebond sur ce que disait Mathilde à l'instant. Ouais, effectivement, l'imbrication, elle est là et nous, on l'identifie aussi très bien.
Ce qui est important, c'est que les écrans pour chaque vision, évidemment, vont être plus ou moins adaptés à leur utilisateur. Je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est important de penser les interfaces et chacune des visions en fonction de l'utilisateur final. C'est logique de donner un peu plus d'éléments financiers sans doute aux conseillers par rapport aux clients, et évidemment la vision pilotage qu'on évoquait en tout sommet de la pyramide, elle va avoir une vocation beaucoup plus KPI, tableau de bord, suivi de production, etc. Voilà, je ferme la parenthèse. Sur l'aspect gestion financière, offre financière, il y a une certaine forme de paradoxe. C'est vrai que quand on repose les choses il y a quelques années, l'assurance vie, c'était d'abord et surtout le fonds en euros. En est venu ce besoin de proposer des UC pour toutes les raisons que l'on connaît, la baisse des taux notamment, des activités qui sont plus rentables. Et on a le paradoxe suivant, c'est-à-dire qu'on peut mettre entre les mains du client une console pour faire ses propres allocations. Donc là, il sera en pure gestion libre et il utilisera, en tout cas, c'est ce que proposent les parcours de souscription et les parcours digitaux, il utilisera des outils de robot advisor, des outils de simulateur qui vont l'aider à faire ses choix. Ça, c'est vraiment le cas de la gestion libre. La gestion pilotée, elle, c'est aussi une tendance très forte sur le marché de l'assurance, je ne vous apprendrai rien, qui a de multiples intérêts sur l'aspect cadrage du risque, une proposition qui va convenir au plus grand nombre, qui va être sécurisée et pilotée, qui va être gérée à l'intérieur de bornes de volatilité. Donc finalement, on a ces deux choses-là qui coexistent, c'est-à-dire est-ce que le client veut être autonome ou être accompagné. Ça aussi, c'est quelque chose à incorporer dans le parcours de souscription, le parcours digital, parce que ça fait partie des choix qui sont aujourd'hui offerts aux clients et c'est important d'en tenir compte. Merci Didier. Et justement, depuis le début, on se positionne d'un point de vue assureur, depuis le début de cette discussion. Quel a été le rôle des nouveaux acteurs que sont les fintechs au regard de cette digitalisation du parcours client, Anne-Hélène ? En fait, sur le marché dans l'industrie bancaire et financière et des services de paiement, si on regarde un petit peu, en 2015, l'Union européenne a adopté la directive des services de paiement 2 et elle a posé un principe majeur au terme duquel les données bancaires n'appartiennent pas à la banque, mais au consommateur qui est titulaire du compte. Et en conséquence, c'est à la banque de permettre l'accès aux données bancaires à ses clients. Et pour ce faire, elle a eu besoin de faire appel à des services tiers. On connaît tous aujourd'hui la technologie des API qui peut, par exemple, permettre de gérer des comptes bancaires sur une seule et unique interface. Ce qui est très net ici, c'est que la digitalisation a véritablement été le moteur de la révolution fintech. Les métiers de la finance étaient traditionnellement relativement conservateurs. Alors, ça s'explique pour diverses raisons. On avait des complexités réglementaires, la sensibilité des enjeux, l'assise aussi des acteurs historiques. Et le numérique a indéniablement fait bouger les lignes. Les fintechs sont plus agiles, elles sont plus performantes et elles sont surtout mieux adaptées aux besoins de leurs clients. Elles se sont tournées véritablement vers l'usage plutôt que vers le produit. Et la dématérialisation en est une des premières illustrations, à commencer par le fait de ne plus avoir à se rendre physiquement dans une agence pour faire certaines opérations. Et donc aujourd'hui, en parallèle aux conseillers bancaires, les fintechs proposent des interfaces virtuelles dont l'ergonomie et pour le coup la praticité sont indéniablement des atouts très forts. On peut prendre l'exemple, Didier en parlait, mais vous êtes sur votre parcours, vous oubliez une pièce justificative, on a la possibilité de sauvegarder son dossier en cours de process de façon très sécurisée. On peut parler aussi de technologies comme le Smart 3D Secure qui permet donc aux marchands d'optimiser leur niveau de sécurité en fonction du risque de fraude et en optimisant l'expérience de paiement pour le client. Ce qu'on pouvait constater aussi, c'est que donc, dans cette dichotomie d'acteurs, on avait les institutions bancaires qui sont par nature ancrées dans une logique transverse et à contrario, les fintechs qui sont des spécialistes
de leur métier respectif. Mathilde et Didier en ont parlé, mais elles sont beaucoup plus ancrées. Ce qu'on remarque, c'est à la collaboration. Elles évoluent dans des sphères complémentaires et elles connaissent parfaitement leurs produits. Et du coup, elles sont en mesure de proposer un parcours client qui est beaucoup plus approfondi. Ici, je crois qu'on peut citer l'exemple qui est relativement topique de la blockchain, qui permet de connecter de manière totalement fluide et sécurisée tous les acteurs d'un parcours. Et on parle bien des acteurs du parcours. Donc, pour finir, on se rend compte que tous ces moyens permettent aux fintech d'avoir une connaissance extrêmement fine de leurs utilisateurs. Et du coup, en méthode, on peut aussi dire et noter qu'elles privilégient la pédagogie et le feedback de leurs utilisateurs à une interaction qui était à tout le moins relativement rigide et linéaire dans les banques et qui était très top-down. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est que maintenant, on le voit depuis quand même de nombreuses années, la plupart des banques de la place collaborent de plus en plus avec les entreprises technologiques. Et c'est d'ailleurs encore une fois, c'est une des 5 tendances clés du secteur bancaire qui s'est dégagée au dernier Paris FinTech Forum en 2020. Et on constatait de manière très claire l'année dernière que les partenariats des banques avec les FinTech et les RegTech vont devenir une norme. Et ça permet ainsi aux banques d'acquérir le savoir-faire en fait, technologique pour répondre aux attentes de leurs consommateurs de demain. Et tendance, du coup, si je peux ajouter quelque chose qui se reflète vraiment sur le marché assurantiel. Alors, la banque, comme souvent, a peut-être ouvert la porte, mais sur le marché assurantiel, on voit exactement la même tendance et on le voit rapidement sur ce slide où on a répertorié finalement les acteurs qui prévalent sur le marché aujourd'hui, le marché du robo-advisoring, donc sur l'ensemble de ce parcours client. Donc, on a les 4 principaux qui sont vraiment sur la partie B2C, qui sont Yomoni, Nalo, WeSave et Advise. Et on voit bien d'ailleurs que la quasi-totalité de la place assurantielle sur les grands acteurs est représentée. Et on a ensuite des acteurs et des fintechs qui ont choisi d'avoir un terrain de jeu plus large, qui, comme on le disait tout à l'heure, ont choisi de pouvoir imbriquer les 3 fameuses briques dont on parlait précédemment et qui ont surtout choisi, à la différence d'un Nalo ou d'un WeSave, par exemple, d'opérer pour l'assureur finalement, non pas dans l'ombre, mais à minima en marque blanche, pour que finalement le parcours client d'un assuré, par exemple, prenons Generali, d'un assuré Generali, il puisse avoir vraiment entre les mains sa console de souscription dans le framework Generali sans qu'il ait l'impression d'être intermédiaire ou d'être à nouveau intermédiaire, ce qui a vraiment une force importante pour ces fintechs-là, parce que ça permet à l'assureur, là encore, dans cette disruption de chaîne de valeur, de garder la main et de pouvoir vraiment être finalement dans cette relation de fronting client à travers des solutions qui sont effectivement plus malléables et beaucoup plus souples que n'auraient été celles qui auraient pu être construites par les assureurs ou en tout cas dans le temps imparti. Et d'ailleurs, par exemple, si on prend un Cantalis, on a effectivement une modularité du moteur derrière de data qui permet d'avoir vraiment des propositions finalement d'allocation, de recherche, de filtrage, etc., qui collent pleinement aux critères spécifiques de chacun des assureurs. Et c'est un peu comme si on avait une solution sur mesure à chaque fois, ce qui, on le sait, est très compliqué quand on fait du développement interne. Voilà, à mon sens, la force des fintechs sur ce marché-là et pourquoi elles ont réussi à le disrupter et à faire tomber ces barrières à l'entrée qui pourtant sont importantes. Et justement, par ta description de l'écosystème existant, on voit qu'il y a vraiment une myriade d'acteurs et de technologies sous-jacentes aujourd'hui. Comment, en tant qu'assureur, je peux faire le bon choix et sur quoi il faut que il faut que je porte une attention particulière aujourd'hui, Mathilde? En réalité, ma conviction aujourd'hui, c'est que le sujet, il est plus tellement dans la technologie sous-jacente, car elles sont éprouvées sur le marché. Les acteurs qu'on a vus dans le slide précédent en témoignent. Leurs algorithmes et bases de données internes ont toutes fait leurs preuves, leur ergonomie aussi. Donc, c'est plus ce qui est franchement discriminant. D'ailleurs, le marché des fintechs lui-même, sur ce positionnement-là, a connu sa phase de contraction et les acteurs qui étaient les moins robustes ont disparu
d'où d'ailleurs la polarisation par les acteurs qu'on a vu précédemment, et cette tendance un peu oligopolistique que l'on évoquait tout à l'heure. Et le vrai enjeu, finalement, c'est de comprendre, pour l'assureur, c'est de comprendre et de faire comprendre qu'il ne s'agit pas de mettre en place un outil qui soit plus ou moins raccordé au reste, mais bien de penser, comme on disait tout à l'heure, son schéma directeur dans son ensemble et de le relier aux intermédiaires qui font partie du processus client. Donc vraiment, on n'est pas sur un enjeu de la technologie sous-jacente, mais sur un enjeu d'architecture. Très bien. Et Didier, peut-être que tu voulais ajouter des éléments sur cette partie-là? Oui, donc il y a vraiment ce sujet d'architecture. Il faut que les briques puissent s'imbriquer entre elles. Ça, c'est vraiment un point important. Moi, je voulais conclure avec, j'ai réfléchi à un parallèle qui n'est pas forcément à l'esprit naturellement quand on parle des services financiers. On pourrait faire le parallèle avec le secteur de la grande distribution. Alors, durant le confinement, je pense que vous avez tous expérimenté la commande à distance sur les drives des distributeurs alimentaires, et on a bien vu que c'était plus ou moins réussi comme expérience. Le retour client était parfois un peu négatif, parce que ça a l'air anodin, mais un parcours qui n'est pas logique, où on ne trouve pas tous ces produits, où il est difficile de revenir en arrière, ça existe encore, et c'est ce qui fait qu'on va plutôt choisir tel distributeur plutôt que tel autre, parce que l'expérience n'aura pas été valable. Donc, il y a la techno, mais voilà, l'architecture, la construction des pages, la logique et la fluidité, ça c'est vraiment fondamental. Pour revenir sur le sujet de l'assurance, un parcours digital raté, entre guillemets, l'écueil, ce serait de reproduire le formulaire papier et envisager de façon assez linéaire, assez séquentielle, tous les points du formulaire papier. Donc, le digital est là justement pour apporter sa souplesse, son agilité, pour revenir sur des étapes, avoir des parcours non bloquants, enfin, chose qu'on a développée tout à l'heure. Et c'est vraiment ça qui est clé dans un parcours digital réussi. Là aussi, c'est vraiment le retour d'expérience qui parle. Les parcours qu'on a pu construire se sont inscrits comme ça, avec de la discussion, de la réflexion en amont sur ce qu'on souhaite faire, bien déterminer le schéma directeur, choisir des parcours qui seront modulaires, adaptables, sur lesquels on pourra revenir ultérieurement, qui seront branchés avec tous les acteurs, que toutes les dimensions commerciales, produits soient traitées. Et je rajouterai, parce moi personnellement, j'en ai pas beaucoup parlé lors de cet entretien, mais il y a aussi le sujet de disposer d'une brique financière solide pour venir alimenter ce parcours digital, c'est-à-dire avoir accès à toute l'information sur les unités de compte, avoir la documentation réglementaire, des outils de simulation qui s'inspirent de ces données-là, des outils pédagogiques. Et là, vraiment, on va aller sur quelque chose de plus, davantage d'expertise, aussi bien pour le conseiller que pour le client. Et justement, donc sur cette partie outils, cette partie innovation, Anne-Hélène, qu'est-ce que tu voudrais mentionner sur cette partie-là? Nous, en conclusion, ce qu'on constate chez Aramis et sur les opérations sur lesquelles on travaille, c'est que nos clients, quand on parle des instituts, des corporates ou des grands comptes, c'est qu'il n'est pas possible d'impulser 100% de l'innovation en interne. Mathilde en a parlé, et le time to market est d'ailleurs beaucoup trop court. Et du coup, ça requiert d'eux, et c'est ce qu'on les aide à faire, de porter un regard à 360 degrés pour comprendre non seulement l'impact de certaines nouvelles technologies sur leur marché et sur leur propre business model, pour comprendre aussi les solutions qui sont proposées par les nouveaux entrants. Et encore, et bien sûr, surtout, il faut avoir une compréhension fine des nouveaux usages. Et une question qui a l'air assez basique, que je pose à tous mes clients aujourd'hui, c'est dis-moi qui est ton concurrent de demain, dis-moi qui est ton client de demain. Et je vous assure que la plupart du temps, la réponse n'est pas dans votre milieu. Après, on l'a évoqué aussi, il y a plusieurs solutions pour relever ces nouveaux challenges. On a la croissance externe et donc les prises de participation. Mais on a aussi les partenariats stratégiques et la collaboration, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que font les fintechs ou les regtech elles-mêmes entre elles. On peut parler aussi de partenariats commerciaux avec des sociétés innovantes. Ça, c'est deux voies qui sont très, très usitées aujourd'hui, non seulement pour s'acculturer, parce qu'on a beaucoup parlé du client, du produit, du parcours, mais je crois que l'acculturation et la culture interne de l'entreprise reste aussi un élément de la transformation qui est nécessaire à la digitalisation.
Et puis enfin, et bien sûr, pour donc acquérir le savoir-faire technologique qui permettra de répondre aux attentes des usagers et des clients futurs. Très clair. Eh bien, écoutez, merci en tous les cas à tous les trois d'avoir pu donner votre point de vue sur la digitalisation du parcours client en assurance vie. Je vous propose de passer à une phase de questions-réponses. Donc, bien sûr, je m'adresse directement à l'audience. Vous êtes libre de poser vos questions dans le chat et nous tâcherons d'y répondre de notre côté. Une première question de Camille. Sera-t-il possible de disposer des slides après l'événement? Évidemment, on vous les enverra suite au webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Anne-Hélène, Mathilde ou Didier. On entend que le sujet est dense. Effectivement. On voit 2 questions in progress, là. Il y a 2 questions qui arrivent, là. Elles sont en train d'être tapées. Alors, une question de Karine. Proposez-vous des parcours à destination de clients personnes morales? Didier, peut-être. Ouais, je pense. Ouais. Oui, alors ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça fait partie des cas de figure qu'il faut envisager. La personne physique, voilà, c'est un parcours qu'il faut prendre en compte avec ses spécificités, co-souscription, mineur, majeur incapable, etc. Personne morale, c'est aussi un sujet qui doit être traité avec ses propres spécificités. Mais c'est encore une fois beaucoup plus simple d'intégrer dans un parcours digital parce qu'avec un principe d'ordre de décision, de moteur de contextualisation des pièces que j'évoquais tout à l'heure, on ne va pas demander évidemment les mêmes pièces et les mêmes justificatifs et le même parcours pour une personne morale, mais c'est un cas de figure qui doit être prévu si on veut disposer d'un parcours complet. Et chez Cantalis, on a déjà fait ça. Merci Didier. Louis-Marie qui nous dit d'ailleurs, nous avons vu que tous les cas de figure de l'assurance vie sont complexes. Comment ça se traduit dans les faits dans le développement d'un parcours digital? Ah, Didier, c'est pour toi aussi, je pense. Je pourrais compléter. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Didier. Du coup, je vais commencer. Alors, comment ça se traduit dans les faits? C'est vrai qu'au départ des développements de ce type de projet, on pose en fait les business cases avec les clients, on décortique vraiment effectivement tous les cas d'usage pour pouvoir développer à la fois les fonctionnalités attendues, aller, comme le disait tout à l'heure, requêter le moteur de data derrière, qu'elle soit financière, réglementaire ou autre, à la bonne maille. Et on a aussi évidemment des ergonomies qui peuvent être différentes selon qui on a en face. Et donc, c'est bien la somme de ces 3 choses, c'est-à-dire à la fois vraiment le cas d'usage, la façon dont on va requêter la bonne data en face et dont on va la restituer qui permettent de pouvoir répondre effectivement à la complexité des situations qu'on peut avoir en face. Cyril qui nous demande, la question a peut-être été abordée, quel degré de maturité du marché des acteurs sur ces sujets-là, quels acteurs en tête et quels acteurs sont, entre guillemets, à la traîne? Alors, le degré de maturité, ça dépend du marché de quoi? De l'assurance ou des fintech? Parce que le degré de maturité du marché de l'assurance, aujourd'hui, il est important, plutôt polarisé par les gros assureurs quand même. Qui sont quasi aujourd'hui tous équipés à minima d'une des 3 briques qu'on évoquait précédemment. Pour les plus petits assureurs et ou les mutualistes, alors évidemment il y a des cas spécifiques, hein. Il y a certaines mutuelles qui sont équipées comme la France Mutualiste par exemple. C'est un petit peu moins généralisé sur la partie self-care. Et sur la première brique dont on parlait, celle qui est vraiment à l'usage des directions internes assureurs pour
vraiment promouvoir leur capacité d'ingénierie financière, la conception des offres. Là, on est sur quelque chose qui est pas encore complètement, à degré de maturité totale, quelle que soit la taille d'ailleurs des acteurs. Donc on est voilà, la réponse n'est pas, encore une fois, elle n'est pas binaire, elle est à différents niveaux et elle dépend de quelle brique on parle. Mais on a voilà, en tête les gros assureurs qui ont un peu polarisé ces questions-là et dans la suite, le reste du marché qui est en train d'y venir. Une question de Raphaël. Avez-vous des exemples de bonnes pratiques en termes d'expérience utilisateur dans les parcours digitaux des acteurs de l'assurance vie hors InsurTech? Un parcours digital qui aurait été développé en interne par un assureur, si je comprends la question. Alors, si, on a effectivement des parcours clients digitaux qu'on a déjà croisés, qui ont pu être développés en interne. Alors, là où c'est compliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu le problème du time to market, c'est que souvent, c'est quand même des durées de développement qui sont beaucoup plus importantes que d'implémenter le parcours client d'une fintech. Et par ailleurs, comme le disait Didier tout à l'heure, il y a un sujet de lotissement. Et donc, souvent, ils lotissent acte de gestion par acte de gestion. Ce qui est quand même compliqué quand on met en place un self-care client, d'expliquer au client qu'il peut souscrire, mais qu'il ne peut pas racheter, qu'il peut arbitrer dans un sens, mais pas dans un autre. C'est en termes de pédagogie et de fluidité du parcours et le fameux boulet d'étranglement dont parlait Didier tout à l'heure, c'est quand même pas parfaitement idoine, quoi. Donc, c'est vrai que à ce stade, s'il fallait faire la comparaison, on a quand même souvent plus à y gagner à mettre en place des parcours clients qui ont déjà été visités et déjà été développés finalement par des fintechs qu'à les développer pleinement en interne. Après, c'est quand même, voilà, le marché va aussi de toute façon accroître sa courbe d'apprentissage sur le sujet et peut-être qu'à un moment, la réponse sera là encore moins binaire. Très bien. Après une question de David qui nous demande, donc bonjour, un des enjeux de la digitalisation pour les assureurs, je vais la répéter maintenant que Didier est revenu, un des enjeux de la digitalisation pour les assureurs est de savoir dans quel parcours il faut privilégier l'accès aux services, soit dans son écosystème propriétaire sur sa propre plateforme, ou alors au travers des interfaces de nos partenaires et distributeurs, ou alors les deux en API. Mais est-ce que ce sont les mêmes parcours et quelle est votre expérience sur le sujet? Beaucoup de questions, donc soit en interne, soit en passant par des distributeurs ou des partenaires, ou alors conjointement via une API. C'est souvent les deux, ouais. Enfin, je vais laisser Didier compléter maintenant qu'il est revenu, mais c'est pour vous répondre, c'est souvent les deux, effectivement, à la fois à travers les plateformes partenaires, d'où l'enjeu architectural d'ailleurs, d'où l'enjeu de pouvoir proposer quelque part à la fois la même maille d'information et même un petit peu la même façon de la présenter, parce que si le client passe par les deux canaux et qu'il se rend compte qu'en fait sur les mêmes supports, il a tout sauf la même présentation, c'est un peu misleading. Donc on a besoin d'avoir des choses qui sont un peu harmonisées, d'où effectivement la nécessité de pouvoir penser l'interfaçage global et à minima en discussion avec les partenaires, parce qu'évidemment il ne s'agit pas de designer complètement, si votre partenaire a déjà son outil, vous ne pouvez pas lui dire on va le faire sauter, on va mettre le nôtre. Pour autant, on peut lui dire il faut que votre outil parle à notre système, à notre schéma directeur et que notre schéma directeur parle au vôtre. Pour éviter les situations du type le fronting client partenaire propose une UC qui a été fusionnée par une autre depuis 3 mois, pour éviter qu'il propose des choses que vous avez mis en actifs non commercialisables, des choses comme ça. De toute façon, il faut que ça se parle. Alors, je vais dire un petit mot. Déjà, je présente mes excuses, mais j'ai été déconnecté, donc je suis connecté avec mon téléphone. Rebondir sur ce que j'ai compris de la question, parce que je suis arrivé au moment où tu la disais, Nicolas. Il y a effectivement besoin d'avoir une cohérence entre la donnée qui va être injectée dans telle ou telle vision, la donnée qui est présente dans les bases de l'assureur. Donc nous, chez Cantalis, on a une base de données propriétaire qu'on injecte dans nos outils. C'est cette façon de fonctionner que nous retenons la plupart du temps. Il arrive néanmoins que l'assureur veuille conserver ses calculs, ses dates de valeur, ses performances calculées. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est paramétral, dont il faut tenir compte relativement en amont parce que c'est important d'intégrer cette composante-là, cette dimension. Mais ça peut se faire. Et puis, juste dire un petit mot sur ce que disait Mathilde à l'instant. Voilà, l'interfaçage avec les différents acteurs, il est possible, mais encore une fois, il faut bien l'envisager dès le début.
pour qu'il n'y ait pas de frottement, de données qui se répondent pas ou qui s'écrasent. Donc c'est vraiment important de bien réfléchir à tout ça en amont. C'est possible et ça fait partie de tout l'enjeu de bien préparer la digitalisation d'un parcours. Et Didier, justement, je me permets de revenir à la question de Raphaël qui demandait si on avait des exemples de bonnes pratiques en termes d'expérience utilisateur dans les parcours digitaux des acteurs de l'assurance vie, hors InsurTech. Alors, des bonnes pratiques, sans forcément citer de nom, les parcours les plus quali, on va dire, dans ce qui a été monté, je reviens sur cet aspect-là, il faut vraiment travailler la fluidité, l'UX, l'ergonomie, le côté non bloquant, vraiment ce principe de menu à tiroir quelque part, parce qu'une souscription assurance vie, elle est ponctuée de beaucoup d'étapes. Est-ce que je suis en souscription, co-souscription, quelle gestion je vais choisir? Enfin, je vais me répéter, mais quel acte de gestion je vais accomplir? Est-ce que je suis en assurance vie française, luxembourgeoise? Quelle pièce je vais devoir fournir? Donc, le parcours le plus fluide, c'est celui qui va incorporer tout ça avec un arbre de décision bien pensé en amont. Sur les effets, on va dire, différenciants, pour prendre la question sous un autre aspect, on voit souvent que nos clients assureurs nous demandent d'avoir une vraie brique financière avec beaucoup d'informations associées, donc des fiches sur les UC qui vont faire apparaître quelques éléments essentiels de type les étoiles de notation, les performances, le comportement par rapport au benchmark, le niveau de risque, le max drawdown, enfin tout un tas d'éléments purement financiers, là aussi qui, pour Cantalis, proviennent de notre base de données. Mais cet aspect-là, associé à des simulateurs, des outils qui vont permettre aux clients de faire des projections, des cônes de performance, par exemple, tout ça, c'est très apprécié. Et ça apporte une vraie valeur ajoutée à un parcours. Très bien, merci. On arrive au bout des questions. Je vous remercie à tous les trois pour y avoir répondu. Merci à tous d'avoir pu assister à ce webinaire ce matin sur la digitalisation du parcours client. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui porte sur ce webinaire. Un pop-up normalement devrait s'afficher sur votre écran. Ça nous permettra notamment d'améliorer les prochains webinaires dont je vous parlais en introduction qui vont arriver dans l'année. La présentation qui a été partagée pendant ce webinaire sera envoyée par mail à l'issue, ainsi que le replay. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée.